Parce que tu es sur... Sur un autre appel. En direct sur Lilmod. Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour le cours hebdomadaire du Rav Menachem Ackerman. Et ce soir, on va beaucoup parler de la lettre Mem. Oui, le Mem. C'est un moyen mémotechnique pour se rappeler de toutes les mitzvot de Purim. Alors la première, c'est Machatzit à Shekel. Je l'envoie tout de suite le lien. Vous pouvez vous acquitter. Cette année, c'est 26 shekels par personne, soit 7 euros. Donc on a Machatzit à Shekel. On a Mishloach Manot, les Matanot Le'Evionim, le Mishté et Kriyat à Megillah également. Le cours est l'Elou Nishmat Michel Sananes et deux parties ce soir à notre demande. Un petit peu d'Alacha pour le Purim Meshulash. On a gagné au tiercé, donc un peu d'Alacha au début et puis également de pensée juive avec le Rav Menachem Ackerman. Bonne étude à toutes et à tous. Eliezer sera là pour la technique. Moi je prépare la soirée de Marianne Picard qui est juste après, donc Rav Ackerman. Ouais, soyons à l'heure. Kol Touv. Ok, d'accord. Alors donc, oui, Toda Rabba. J'ai déjà commencé à enregistrer. Donc, juste, tu as dit le Nishmat Michel. Il y a aussi le Nishmat Bert Bracha, mais je dirai après parce que je l'ai marqué sur le papier. Du coup, je me souviens plus qu'il y a aussi son Yortzeit aujourd'hui et la maman de Madame Benichou et le Nishmat Ishal Ben Shmuel qui est aussi aujourd'hui. Moshe Amselem Ben Esther de Montréal et les Refouat Keren Bat Yoela et Tamar Bat Or et Refouat Kol Acholim Bamagefa Azod et le Bitul Amagefa Bezrat Hashem. Et ta maman. Merci. Et merci pour ta maman. Oui, Simcha. Ma maman aussi, Nachon, tu as raison. Mais comme j'ai le cours de jeudi, je lui consacre plus directement, alors je vais laisser. Tu as raison. Lilu Nishmati Murati Dabat et Bouroucha. Et Tov, donc on va. Il y a mon papa et celui de Joël, Yoéla, c'est son Yortzeit aujourd'hui. Alors, dis-moi son nom. Tu me le diras après, sinon. On pourra le dire après. C'est-à-dire si tu l'as ou tu l'envoies et... André Lève. Arié Lève Ben oui. Gabriel. Arié Leib Ben Gabriel. Et Leib, c'est Arié en yiddish. C'est comme le Maharal. Voilà, c'est la même chose. Léon, c'est Yehuda Arié. Nachon. Yehi Zicham Baruch et les Avdil et Refoua Shlema, tous ceux à qui on a dit Refoua Shlema. Tov, alors donc aujourd'hui, comme Yohan a dit, comme il y a une très belle conférence après sur les Picards, sur Monsieur et Madame Picard, donc il faut absolument qu'on reste dans le cadre horaire. Je vais commencer par les halachot. Si vous avez des questions précises, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, alors posez-les à la fin des halachot, et après ça on passera au côté Marshava et Megillat Esther sur Purim Meshulash. Donc Purim Meshulash, comme introduction, vous savez tous que en gros les Juifs ils font Purim ou le 14 ou le 15 Adar, le 14 Adar pour le monde entier et le 15 Adar pour Shushan et pour toutes les villes qui étaient fortifiées à l'époque de Yoshua ben Nun. Et donc aujourd'hui, la seule ville du monde où on fait Shushan Purim sans aucun doute, c'est-à-dire on ne fait que le 15, c'est Yerushalayim. En fait, c'est le Purim de Yerushalayim. Et il y a en Eretz Israël d'autres villes comme Hebron, Tveria, Tzfat, etc., où on fait Shrem, où on fait Misafek, c'est-à-dire on fait les 2 jours. On fait aussi le 14 et on fait aussi le 15. Mais en tout cas, la seule ville donc, qui nous concerne et où il y a beaucoup de Juifs, c'est Jérusalem, où on fait le 15. Cette année, il y a quelque chose de spécial qui arrive en gros une fois tous les plus de 10 ans. La dernière fois que c'était il y a 12 ou 13 ans.
mais ce n'est pas régulier, c'est-à-dire que la fois d'avant, c'était moins de temps. Il arrive quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est que le 15 Adar tombe un Shabbat. Le 14 Adar, depuis qu'on a institué un calendrier, ne tombe jamais le Shabbat. Donc la question d'un Purim qui tombe le Shabbat n'est que pour le Purim, ce qu'on appelle le Shushan Purim, c'est-à-dire le Purim de Yerushalayim. Et à ce moment-là, ça devient un Purim Meshulash, et c'est pour ça qu'on a parlé du tiercé, qui est en multiplié par 3. Pourquoi ? Parce qu'on fait toutes les mitzvot de Purim en 3 jours et non pas en une journée. Donc, bien entendu, comme je l'ai dit, c'est à Yerushalayim. La lecture de la Megillah, on n'a pas le droit de la faire le Shabbat parce que les Chachamim ont fait un décret pour interdire de sonner du shofar, de prendre le lulav ou de lire la Megillah le Shabbat, de peur qu'on transgresse le Shabbat. Donc, la Megillah est avancée au 14, et de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'exceptionnel cette année, c'est que tous les Juifs du monde vont lire la Megillah le même jour. C'est-à-dire, il va y avoir une plus grande unité du peuple juif, puisqu'il n'y aura plus cette séparation entre les Moukafim et les Pruzim, ceux du 14 et ceux du 15. Tout le monde va lire ce vendredi la Megillah. Et aussi, la deuxième mitzvah qu'on fait le vendredi, c'est la mitzvah de Matanot Laevionim, de donner de l'argent aux pauvres. Pourquoi ? Parce que la Gemara dit, lorsque les pauvres entendent dans la Megillah qu'on doit donner de l'argent aux pauvres, ils ne peuvent plus attendre, donc il faut leur donner. Alors bien entendu, ils ont eu la Megillah l'année dernière, il y a 2 ans, donc ils le savaient. Mais c'est pas pas qu'ils viennent d'apprendre un chidouche, c'est qu'au niveau psychologique, on peut pas demander à des pauvres d'attendre parce que pour une mitzvah. S'ils savent que la mitzvah existe, alors il faut leur donner. Et donc les 2 premières mitzvot, celles qu'on va faire ce vendredi, c'est Yom Shishi, c'est Mikra, Megillah et Matanot Laevionim. J'en profite pour vous dire que chaque année, j'amène personnellement Matanot Laevionim aux Juifs de Hebron, Hebron Mamash. Ceux qui habitent à Hebron, c'est la famille Zerbiv qui s'occupe de la distribution, que vous connaissez sûrement, Avraham et Rivka Zerbiv. Je leur amène eux, ils donnent aux Juifs de Hebron qui ont besoin. C'est des Juifs qui ont besoin, qui en plus sont Mekayem Mitzvah Tishuveret Israël, qui sont aussi des gens qui étudient, qui font la Torah, etc., tout ensemble avec Messirut Nefesh. Donc, s'il y a des gens qui veulent me faire parvenir physiquement en l'amenant ici ou bien d'une autre manière, vous me prévenez, on trouvera les moyens de transférer pour que vous m'envoyiez la somme si vous voulez que ce soit moi. En tout cas, je l'amène le jour même et je le distribue, c'est distribué le jour même, Yom Shishi Be'ezrat Hashem. Voilà, donc ça c'était pour les 2 mitzvot qui sont Matanot Levianim et Kriyata Megillah. Alors bien entendu, ça veut dire qu'on l'a fait le jeudi soir et Yom Shishi Baboker, n'oubliez pas. C'est-à-dire qu'on fera tous la Megillah après la fin du jeûne, parce qu'on n'avait plus l'habitude pour les Yerushalmim d'arriver à la Megillah après avoir jeûné. Ça y est, ça nous rappelle les époques d'antan où on était comme ça. Donc ça, c'est les 2 mitzvot. Une remarque aussi, c'est que c'est très important de lire la Megillah si vous allez en minyan de toute façon, dans un grand minyan, parce que ça s'appelle Pirsumei Nissa Berov Amadrat Melech, c'est-à-dire de le faire. Donc, si vous avez le choix entre un petit minyan, je parle surtout pour les hommes, de 6h du matin, 6h30, 7h, ou un grand minyan qui est organisé 7h30, 8h, qui est communautaire dans la mesure où c'est possible cette année, ça dépend bien entendu de chaque endroit. Et si au niveau sécuritaire c'est possible pour vous, il vaut mieux toujours préférer un minyan où il y a plus de gens. Ça peut être dehors où il y a plus de gens, mais un minyan où il y a aussi la notion de Pirsumei Nissa. Alors je répète, cette année c'est différent parce qu'il peut y avoir des raisons de ne pas le faire. Et je rappelle aussi ce que j'ai dit l'autre jour, que j'ai écrit une tchouva. Maintenant il y a plein d'autres, et j'ai vu plein d'autres rabbanim, mais j'ai reçu la skama de Rav Shaul David Bochko, que les gens qui ne peuvent pas venir participer en minyan, ils peuvent l'entendre en tout cas aussi en Zoom ou à radio, ou etc. Ils peuvent l'entendre en Zoom et ils sont Yotzei et Dechova dans les conditions particulières de cette année. C'est-à-dire, vu les conditions, si quelqu'un doit, alors on leur garantit un psak de halacha qui seront Yotzei et Dechova, la mitzvah de Shmiata Megillah. Bien entendu, il faut l'entendre d'une personne qui le lit dans une Megillah, et il faut mieux préférer, si de toute façon vous êtes en Zoom, une personne qui le lit dans un minyan pour la même raison de Pirsumei Nissa. C'est-à-dire si vous en avez un qui peut vous lire personnellement et un qui le lit dans une Keila avec 10 personnes, préférez celui que le lit et qui le transmet en Zoom avec 10 personnes. Si vous êtes intéressé, en principe, Bezrat Hashem, moi je le ferai, c'est-à-dire la Keila où on prie, ce sera transmis en Zoom, donc vous pouvez me prendre contact avec moi. Ensuite, quels sont les mitzvot du Shabbat ? Le Shabbat, on fait les mitzvot qui ne comportent aucune action, parce que le Shabbat, il ne faut pas faire des choses qui sont liées au monde du Maasé.
Donc, ce qui nous reste, c'est deux choses. C'est la lecture de la Torah de Purim. On la lira pas, nous, le Yom Shishi Baboker, comme d'habitude, on le lira le Shabbat matin après la lecture de la Parashat Tetzavé. On lira Vayavo Amalek, donc la Parashat de Amalek qu'on lit le jour de Purim. Et la deuxième chose, c'est Alanissim. Alanissim, on le dit Shabbat. C'est-à-dire, on va lire la Megillah le vendredi, on va faire la Seuda le Yom Rishon, mais on dira Alanissim, on le lit dans le Birkat Hamazon et dans la Tfila. N'oubliez pas aussi dans toutes les tfilotes, on va le rajouter le Shabbat. Donc vous comprenez, tout ce qui est lié avec la parole, la tfila, à ce moment-là, vous me direz alors du coup pourquoi pas la Megillah? Parce que la Megillah, il y a le support de la Megillah elle-même. Vous voyez, c'est-à-dire avec etc. Et c'est pour ça que Rachamim avait peur qu'on transgresse le Issour de Tiltul Birshut Arabim, c'est-à-dire de le porter dans Reshut Arabim. Et le Yom Rishon, le dimanche, on fait encore deux autres mitzvot qui sont celles de la Seudat Purim et de Mishloach Manot Ish Lereu. Donc la Seuda, on le fait Yom Rishon. La Seuda ne se fait pas le soir, elle se fait dans la journée, mais vous pouvez le faire le matin, les Mukoubalim le font le matin, vous pouvez le faire à midi, vous pouvez le faire l'après-midi. L'essentiel, c'est de la commencer pendant la journée et on peut dire de manger le Rov à Seuda pendant la journée du dimanche, Yom Rishon donc, et il y en a qui disent qu'on fait Alanissim. Je n'ai pas encore regardé précisément, en principe on ne fait pas Alanissim, mais j'ai vu dans la Choveret de Rav Mordechai Eliyahu de dire alors Blineder, je vous enverrai la réponse précise à ce propos-là. Mais en tout cas, c'est comme ça. Mishloach Manot Ish Lereu, il y en a qui disent qu'il faut l'envoyer à quelqu'un qui est aussi de Yerushalayim. Pourquoi? Parce que Ish Lereu, il faut que chacun se soit concerné par la mitzvah. Ça ne me semble pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'envoyer par exemple à quelqu'un qui n'est pas un Yerushalayim mais qui ne fait pas. Imaginez-vous quelqu'un vient vous voir ou vient participer à votre Souda mais n'est pas obligé de la faire, il vient d'en dehors de Yerushalayim, mais on peut aussi lui donner Mishloach Manot. Parce que le but, Ish Lereu, comme l'expliquent les commentaires, par exemple le Rav Kook, c'est que la remise en question, le kitroug, la remontrance de Haman, c'est que le peuple juif était divisé et mefouzar ou mefoura, dispersé, divisé, et c'est pour ça que d'unité. C'est pour ça que les Chachamim ont institué, à part notre repas, le fait de faire participer nos amis, ce qu'on appelle Mishloach Manot Ish Lereu. Reu, c'est comme V'ahavta l'ereacha kamocha, c'est-à-dire aux gens de qui on est proche. Et Matanot Levionim, c'est qu'il ne faut jamais oublier, même si on a beaucoup d'amis, qu'on a toujours besoin de gens qui sont plus petits que ça, c'est-à-dire dans le sens qu'il y a des gens qui sont nécessiteux. C'est pour ça que, par exemple, j'ai vu une publicité qui disait cette année, on envoie tous Mishloach Manot à des Nitzolei Shoah. Alors je dirais oui, c'est très très bien, mais c'est des Matanot Levionim. C'est-à-dire dans le sens où même si ce n'est pas des gens qui sont Evionim, pas forcément au niveau économique, mais ça fait partie du fait de ne pas oublier ceux qui sont loin de nous, ceux qui sont en demande, en besoin, etc. Et ça fait partie de l'idée de Matanot Levionim. Par contre, Mishloach Manot Ish Lereu, c'est pour développer l'amitié entre les gens avec qui on est de toute façon amis. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que ça vient en même temps que la Seuda, parce que c'est une manière de faire participer à la Seuda ceux à qui ne peuvent pas participer. Cette année, il y en aura beaucoup, mais même chaque année, on ne peut pas inviter le monde entier chez nous à la maison. Donc, d'un signe d'amitié, normalement, on envoie ce qu'on a cuisiné. Alors, vous savez que tout le monde ne le fait pas, mais le mieux, c'est de dire, regarde, j'ai préparé un bon repas, je t'envoie un petit peu de mon repas pour te faire participer à ma Seuda. On n'est pas obligé, on peut envoyer ce qu'on veut. L'écart, c'est qu'on envoie deux manotes, deux choses, et qui soient consommables tout de suite. Mais c'est pour être marbé à Ava ve'achva, Rachid le dit, c'est-à-dire de multiplier l'amitié entre les gens. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, 2 minutes, et puis après ça, on passe à la suite du cours. Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Top. Alors, s'il n'y a pas de questions, on continue. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer via Midrashet le lien du Zoom pour suivre la lecture? D'accord. Bezrat Hashem, je l'enverrai par Johan. J'espère que je n'oublierai pas. Le Mishté. Oui. Le Mishté à Tel Aviv, alors c'est quand? Alors, c'est pas dimanche. Alors voilà, c'est bien que. Vendredi.
Oui. Alors, pour tous les gens qui n'habitent pas à Yerushalayim et qui font le 14, tout est le 14. C'est-à-dire que le 14, il y a la lecture de la Megillah, le soir, le matin, Matanot Le'Evionim, le Mishté et Mishloach Manot Ishlereu. Tout ça, ce sera vendredi. Ça, c'est plus habituel, ça arrive plus souvent. Alors, de ce point de vue-là, au contraire, il faut se lever tôt, il faut faire la Kriyat Megillah tôt le matin, et pour avoir le temps et de faire le Mishté, et de distribuer ses Mishloach Manot, etc. Donc, et puis de préparer Shabbat, il ne faut pas oublier. Donc, c'est encore plus compliqué. Donc, en général, on fait le Mishté plutôt tôt. C'est-à-dire, on le fait, si on fait un repas, pas le petit déjeuner, on le fait vers 10h, 11h pour qu'on ait le temps aussi de préparer Shabbat et tout. Voilà, donc ça c'est pour tous les gens qui ne sont pas à Yerushalayim. Alors passons aux choses sérieuses. Disons que... Oui. La ville de Lod, il y a un Safek. Et ils ont trouvé des, comment ça s'appelle, des murailles qui datent de Yehoshua bin Nun. Et certains font les 2 jours. Beshem Safek, ils font le premier et le deuxième. Vous avez raison. Et l'autre, c'est aussi marqué dans la Gemara. Lod et Hadid et Ono, c'est marqué dans la Gemara que c'était Mukaf Roma et le fait d'avoir retrouvé. Alors, ce qu'il faut dire, j'en avais parlé l'année dernière là-dessus, c'est qu'au niveau traditionnel, et c'était les villes où les Juifs étaient habités, où il y avait une tradition de Safek, c'était ce qu'on appelle les Harim Akdoshot, c'est-à-dire c'était Chevron, Shrem, Tveria et Tzfat, et où on faisait Safek. Et aujourd'hui, la question se repose puisqu'on a retrouvé plein d'endroits où on a des témoignages et il y a plein de Juifs qui habitent, ou bien on retrouve des choses. Donc, en fin de compte, il y a un peu une force d'inertie qu'il n'y avait pas de coutume de faire 2 jours Misafek, et faire 2 jours de Misafek, c'est un peu exigeant, ça demande de faire chaque année 2 fois Purim. À la fin, c'est un petit peu lourd pour les gens, donc c'est pas le genre de mina qui se développe facilement. Donc en général, ce qu'il faut, c'est demander au Rav de l'endroit comment on fait, mais petit à petit, si Dieu veut, on va de plus en plus passer à un nombre de villes en Israël où le 15, on fera le 15 parce que c'est des villes qui étaient Mukafot Roma depuis l'époque de Yoshua bin Nun. Mais c'est alors on va commencer. Je peux allumer. Oui, Bevakasha. Oui. Le Rav Yosef a demandé qu'on n'envoie qu'un seul Mishloach Manot. J'ai pas très bien entendu, mais il a dit d'envoyer un seul, c'est ça? Oui. J'imagine que le Rav, il a demandé comme ça, dans la mesure où le minimum c'est 1, et pour empêcher qu'il y ait trop de gens qui rentrent les uns chez les autres, etc. Je ne veux pas dire quelque chose d'autre. Je pense que dans la mesure, la Hanaga du Rav Arashi l'Israël, c'est pour tout le peuple juif. Il a raison de le dire, parce qu'on est responsable du fait qu'il n'arrive pas cette année ce qui est arrivé l'année dernière. Malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui sont morts sans le savoir, c'est-à-dire sans savoir la gravité, parce que Purim l'année dernière, on n'était pas tellement conscient, à cause de toutes les réjouissances de Purim, les mishtaot, etc. Donc, bien entendu qu'il faut faire très attention. Mais d'un autre côté, chacun sait qu'il peut amener Mishloach Manot en respectant toutes les sécurités. C'est-à-dire, si vous êtes capable de respecter, c'est-à-dire que vous conduisez le jour de Purim avec ça comme vous conduisez habituellement, c'est-à-dire et que de ce point de vue-là vous pensez, alors je dirais que non pas pour la Hanaga Klali du peuple de tout le monde, mais la Hanaga personnelle de chacun de vous, il y a toujours l'autre côté, c'est que c'est quand même l'occasion de manifester notre amitié dans la mitzvah de Mishloach Manot Ishlereu. Donc je pense que de ce point de vue-là, chacun doit Hacham Einav Berosho, comme on dit, le sage doit le faire avec sagesse et avec prudence. Tov. Alors donc, on va commencer. Ce que je voudrais vous donner, c'est un chidouche. Le chidouche, c'est que je vais vous montrer que Purim Meshulash se trouve à l'intérieur de la Megillah. Alors, c'est un tout petit peu étonnant a priori que Purim Meshulash, donc ce Purim de cette année de Jérusalem, se trouve dans la Megillah, parce qu'il n'y a pas un verset qui dit « Et si jamais ça tombe le Shabbat, alors ça deviendra Purim Meshulash ». Tout ça, c'est un développement historique des Chachamim ultérieur à la Megillah. Mais vous allez voir de quelle manière on peut trouver une source au niveau autant de la Megillah elle-même que de l'histoire et que de la pensée au niveau de la Marshava, c'est-à-dire d'une idée qu'on va trouver derrière de la présence de Purim Meshulash à l'intérieur de la Megillah. Donc, et vous allez voir pourquoi du coup ça s'appelle on a gagné le tiercé aussi, parce que c'est lié avec
avec la Megillah elle-même. Alors, comment lire la Megillah pour trouver ça? Tout d'abord, il y a une condition, c'est que, comme vous savez, il y a différentes lectures possibles de chaque texte. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la lecture chronologique, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi top chronologique, parce qu'on va voir que ça va très vite, mais c'est le fait de remettre des dates sur chaque événement de la Megillat Esther elle-même, c'est-à-dire pas par rapport à tout le contexte historique, mais à l'intérieur de la Megillah. Alors je vous rappelle, le Mishté de Achashverosh, le premier et le deuxième pasuk, c'était la 3e année. Vaï, Bishnat Shalosh le Malcho, Asa Mishté Gadol, Kol Sarava Avadav. Donc Achashverosh, Assuérus, fait un grand festin la 3e année. Ensuite, vous vous souvenez que Vashti a été destituée et qu'il prend Esther. À quel moment Esther est choisie? La 7e année, c'est tout ça, et ça c'est déjà marqué dans le 2e chapitre de la Megillat Esther, que la 7e année du règne de Achashverosh, à ce moment-là, Esther est nommée reine de Perse. Et à partir de là, il y a l'histoire, une petite histoire. Ultérieurement, c'est l'histoire de Bigtan Vateresh, c'est-à-dire le complot qui avait été déjoué par Mordechai. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça s'est fait. Et ensuite, il y a le fait que Haman est nommé, et là on y est arrivé, Achara devarim haele, Gidal hamelech Achashverosh et Haman ben Hamdata Agagi, ben Eseu vayasem et kiso me'al kol asarim asher ito. Alors j'ai juste oublié de dire Leilu Nishmat Berd Bracha Bad Gita ve'Israël, c'est-à-dire, et donc c'est le 3e chapitre de la Megillah, au moment où Haman a été nommé comme vice-roi, c'est-à-dire comme vice-roi, donc premier ministre, on pourrait dire aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, on a la 3e histoire de la Megillah, c'est l'histoire que vous connaissez de la décision de faire de la solution finale de Haman, de décider d'exterminer tous les Juifs et ensuite la délivrance miraculeuse. Alors, à quel moment ça s'est passé? Ça s'est passé la 12e année. On va tout de suite voir le passouk. Ça s'est passé la 12e année du règne de Achashverosh. Ce qui n'est pas marqué dans la Megillah et qui est transmis par nos sages, c'est que Achashverosh lui-même n'a vécu que jusqu'à la 14e année de son règne. Vu le nombre de mishtot qu'il a fait, il a dû avoir sûrement souffrir de maladie cardiaque quelconque. Il a dû mourir sûrement de tout ça. Mais en tout cas, entre l'histoire de la Megillah, le dénouement, l'histoire donc de Purim, et la fin de la vie d'Achashverosh, il y a en tout et pour tout 2 ans, puisque c'était la 12e année. Et on va maintenant regarder un peu au microscope tous les événements qui sont à partir dans la 12e année. Alors donc vous voyez, on a lu déjà le premier passouk, le fait que Mordechai ne se prosterne pas, et donc ça énerve beaucoup Haman, et donc il décide de tuer tous les Juifs, d'anéantir le peuple juif. Et à ce moment-là, regardez, on va lire ça, parce qu'en fin de compte, on va suivre au jour le jour les événements. Le 13 Nissan, Haman décide de jeter le sort, ce qu'on appelle le pour, et afin de décider le jour de l'extermination des Juifs. C'est important, parce qu'on a sûrement, la moitié des gens qui sont ici ont sûrement grandi avec le fait que si on leur demandait quel jour Haman avait jeté les dés et décidé de faire jour pour jour, dent pour dent, alors vous diriez le 13 Adar, c'est-à-dire qu'en fin de compte, que ça s'est passé d'un an après l'autre. Et c'est pas vrai. La Megillah ne nous dit pas ça, elle nous dit qu'il a fait son Goral en Nissan. C'est-à-dire son pour, il l'a fait le 13 Nissan. Et quand on nous dit Miyom le Yom ou Mechodesh le Chodesh, vous voyez ici, jour pour jour, mois pour mois, en fin de compte, c'est de Nissan à Adar, du premier mois au dernier mois, c'est 11 mois, c'est pas 12 mois. Alors lisons le passouk, Chodesh Harishon, Chodesh Harishon c'est Nissan, ou Chodesh Nissan, si on avait un doute c'est marqué, Bishnat Shtem Esre la Melech Achashverosh, donc l'an 12 de Achashverosh, comme je vous ai dit, pile pour ou Agora Lifne Haman, Miyom le Yom et Chodesh le Chodesh Nemassar, ou Chodesh Adar. C'est-à-dire, alors, ça apparaît futile, peut-être à la limite, mais on va voir que, en fin de compte, c'est la base de tout ce qu'on va étudier. C'est que, comme disait mon maître Rav Yaakov Meidan, si jusqu'à là, la Megillah, elle se compte en années, 3e année, 7e année et 12e année, maintenant, elle va se compter en heures. C'est-à-dire que du chapitre, ici, on est dans le 3e chapitre de la Megillah, du 3e chapitre jusqu'au dernier chapitre, pratiquement au 9e chapitre, au 8e, pardon,
c'est-à-dire jusqu'au moment où on arrive au 8e chapitre, on arrive à la date du 13 Adar où les Juifs se sont battus et ont été sauvés. Toute l'histoire, elle se passe en 4 jours exactement. 4 fois 24 heures, et c'est ça qu'on va regarder maintenant. Le premier jour, c'est donc le 13 Nissan, et comme vous comprenez, puisqu'il a fait ce tirage, c'est-à-dire ce sort, c'est-à-dire, et qui est tombé le même jour, mais un autre mois, c'est-à-dire du mois de Nissan au mois de Hadar, c'est Ume Chodesh le Chodesh, Shne Masar ou Chodesh Hadar. Donc vous voyez, c'est ça l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il y a de tellement important? C'est qu'on va en fin de compte découvrir que ce qu'il y a de miraculeux dans l'histoire de Purim, c'est le renversement de la situation, le Venafochu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Aman s'était réjoui parce que il a pensé, je vais le traduire, il a pensé que c'était tombé par hasard, donc avec le hasard, c'était tombé sur le dernier mois de l'année. Et au niveau symbolique, Nissan, c'est le mois de la Géoula, c'est le mois de la délivrance, c'est-à-dire c'est le mois du début, oui, le Réchit, c'est le début, c'est là où l'histoire commence. Et dans la pensée magique de Haman, dans sa pensée, si jamais le sort tombe sur le mois de Hadar, qui est le dernier mois, à ce moment-là, ça veut dire que c'est signe que c'est la fin du peuple juif. Si l'année se finit, à ce moment-là, le peuple juif se finit. Vous vous souvenez du Midrash qu'il a dit, c'est le mois où est mort Moshe Rabbeinu. Il avait oublié qu'il était né le même jour, qu'il était mort, donc, mais pour lui, profondément, il voyait la fin. C'est-à-dire pour eux, la fin de l'histoire, c'est l'apocalypse, c'est la disparition du monde, c'est la mort. Et donc, comme au niveau de l'histoire des nations, c'est-à-dire ascension, apogée et décadence. Donc pour lui, le mois de Hadar, c'est la décadence, c'est la fin, c'est la mort, c'est la fin du peuple juif. Et la Hitaprout, c'est-à-dire le renversement des choses, c'est qu'en fin de compte, il s'est avéré que le caractère du mois de Hadar a le même caractère que le mois de Nissan. C'est-à-dire le mois où ça a commencé, c'est lui qui va nous éclairer le mois de Hadar. Et c'est ce qui a marqué ici, Pilpur Agural, mi yom le yom ou mi chodesh le chodesh, shne masar ou chodesh Hadar. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance évidente qu'il faut faire entre le mois de Nissan et le mois de Hadar, puisque vous voyez, c'est marqué mi chodesh le chodesh de mois à mois, et aussi mi yom le yom. C'est-à-dire que non seulement on doit comparer Nissan à Hadar, mais on doit aussi comparer les jours de la Megillah, 13 le jour du décret, 14 le jour du premier festin, 15 le jour du deuxième festin, c'est-à-dire celui de nous, c'est-à-dire le jour de Purim dans Jérusalem et en dehors de Jérusalem. Et donc, tous ces jours-là, ils ont marqué dans le passouk qu'on voit ici, qu'on est en train d'étudier, ils ont une correspondance au niveau de l'histoire avec le mois de Nissan. Vous comprenez? Et ce qui est important, c'est le renversement de situation. Ce qui semblait être la catastrophe, la fin, la solution finale, devient un rebondissement d'une nouvelle Géoula, et qui est cette Géoula d'Hadar, mais qui, en fin de compte, dans cette correspondance, elle correspond au fait qu'elle est liée avec le mois, mi chodesh le chodesh, mi yom le yom, c'est relié avec le mois et les jours de l'événement au niveau du mois de Nissan. Vous voyez, ça c'est la direction dans laquelle on est en train d'étudier pour pouvoir comprendre le sens de tout ça, le sens des jours de Purim avec une certaine lecture. Alors par exemple, je vais vous amener plusieurs éléments qui sont ici. Le premier, c'est ici. Et qu'est-ce que nous dit en fin de compte, fondamentalement, quelle est l'idée qui est très importante dedans? C'est que ce qui était a priori avait l'air d'être un hasard, c'est-à-dire que je vais faire un goral, dit Haman, je vais faire un tirage au sort, c'est-à-dire je vais faire intervenir le hasard pour pouvoir montrer que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui dirige les choses, et le hasard lui-même va se révéler comme venant de Akadosh Baruch Hu. Je crois que ça c'est le point essentiel de ce renversement. C'est-à-dire que cette manière de faire qui était un pour, c'est-à-dire ce pour donc qui était ce goral, il devient en fin de compte se révèle comme être une derrière. C'est Rabbi Tzadok HaKohen Milublin qui analyse les choses de cette manière comme ça, de cette manière-là. C'est-à-dire derrière le hasard se trouve la nécessité de la volonté du créateur de Akadosh Baruch Hu. Regardez ce que dit Rashi dessus. Rashi dit Ipil pour, c'est bon, c'est pas traduit et c'est marqué en hébreu. Ipil pour, il a donc fait ce sort. Ipil mi shepil velo pireshmi ou mikra katsar ou. La première chose
qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas marqué qui l'a fait. Vous voyez, puisqu'il y a marqué Epilpur ou Agora Lifne Aman, c'est-à-dire que quelqu'un l'a fait devant Aman et on ne nous dit pas qui c'est. Chaque fois que dans le Tanakh, on a une formule qui en français est fréquente, c'est on a fait. On a fait, c'est quelqu'un, on ne sait pas qui. En hébreu, quand ça apparaît, Rashi nous fait remarquer qu'il y avait quelqu'un, mais que le Mikra, c'est-à-dire que la Bible ne nous mentionne pas qui c'est quelqu'un. Epil Mish, Epil Veloperish Mi ou Mikra Katsar, mais il y a une lecture beaucoup plus profonde, c'est qu'on ne nous a pas dit qui c'est, parce qu'il va s'avérer, en fin de compte, a posteriori de la Géoula, que ce hasard qui faisait que c'était une inconnue, va faire apparaître en fin de compte la présence de Akadosh Baruch Hu, comme on dit toujours, et le hasard fait bien les choses. Le Dieu du hasard, Nachon, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors il se révèle derrière justement ce hasard, et on peut le voir ici. Plus que ça au niveau de la Kabbalah, le mot mi en Kabbalah, c'est la bina. C'est la sphira supérieure, et c'est d'ailleurs en Gématrie, on l'avait déjà vu, c'est 50, Hamishim Sharebina. C'est-à-dire que dans le Rashi, on voit que derrière ce hasard, il y a la présence de Akadosh Baruch Hu qui va se révéler et qui va permettre de lier, en fin de compte, de renverser et de lier Adar, qui serait Adar Hazar, qui serait lié avec la fête de Nissan, donc avec la Géoula de Nissan. Ce qui est important, Rashi nous dit Miyom le Yom, Be'eze Yom Yatzliach, quel est le jour qui va être propice? Mi Chodesh le Chodesh, Be'eze Chodesh Yatzliach. Donc, dans la lecture de Haman, c'est quel est le jour qui va faire réussir son projet et quel est le mois qui va faire réussir son projet. Dans notre lecture à nous, quel est le jour et le mois qui vont faire réussir notre projet à nous. Donc, c'est comme ça qu'on va lire les choses. Et de nouveau, avec ce Goral qui va nous lier le mois de Nissan avec le mois de Hadar. Alors, l'importance du fait que c'est non seulement une fête d'une journée, mais c'est le fait que c'est une fête qui donne un caractère à tout le mois de Hadar. Vous l'avez vu, c'est marqué clairement ici dans la Megillah. Ou mi chodesh le chodesh, c'est-à-dire du mois au mois. Donc le mois lui-même va recevoir un caractère tout à fait spécifique. Et c'est pour ça que je vais vous amener deux enseignements importants. Le premier, Mishesh Lodin Ima'akum Yadin Imo Bechodesh Hadar, celui qui doit avoir un jugement au tribunal contre un non-juif, puisqu'on sait que le mois de Hadar, c'est le mois du renversement de Purim. Donc, il a intérêt à fixer la date du jugement s'il y arrive pendant le mois de Hadar. Donc, on voit ici que les Chachamim ont retenu le caractère non seulement de la journée de Purim, mais du mois de Purim en lui-même. Et aussi un deuxième enseignement qu'on avait vu l'année dernière, qui est très important, quand il y a deux Hadar, je ne sais pas si c'est l'année dernière, il y a 2 ans, quand il y a deux Hadar, est-ce qu'on fait Purim le premier ou le deuxième mois? Alors la Gemara dit on devrait le faire le premier parce que En Ma'avirim ala mitzvot, si tu as l'occasion tu dois le faire. Elle dit non, parce qu'il faut le faire dans le mois de Hadar qui est lié au mois de Nissan. Pour être quoi? Le mismar geoula le geoula. Pour accrocher une geoula avec une geoula. C'est-à-dire la geoula de Purim avec la geoula de Nissan. Donc vous voyez que ça, c'est aussi quelque chose qui se trouve déjà inscrit en filigrane dans ce verset-là. Puisque dans ce verset-là, on est déjà méramez du lien entre le mois de Nissan et le mois de Hadar avec le caractère des deux. Alors on va voir comment est-ce que ça continue. Tout ça, il l'a fait, comme on a vu, il l'a fait au mois de Hadar, au mois de Nissan, mais on ne dit pas quel jour. Vous voyez, c'est pas marqué quel jour. Je l'ai marqué ici, pourquoi? Parce que quand il va chez le roi, je saute parce que tout le monde connaît l'histoire, il va chez le roi lui donne la possibilité d'exterminer tous les juifs. Disons qu'on peut le lire ici, et à ce moment-là, verset suivant, Yekaru Sofre Amelech Bachodesh Harishon Bishlosha Asar Yom Bo וייכתב ככל אשר ציווה המן אל אחדר פני המלך ואל הפחות אשר על כל מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים etc. C'est-à-dire qu'on nous dit clairement que ça a été décidé et réalisé le 13 du mois Nissan. On s'y attendait, puisque la fête, la guerre était le 13 Hadar, donc c'était bien, mais c'est marqué clairement que c'était le 13 Nissan. Donc, la conspiration, la décision d'exterminer le peuple juif se fait le 13 Nissan, et Venishloach Sfarim, Biad Haratzim el Kol Medinot HaMelech, Lashmid, Larog u'Labed, et Kol HaYudim, Minar ve'Zaken Ta ve'Nashim beyom echad,
Bishlosha Asar le Chodesh Nem Asar ou Chodesh Adar ou Shalam Lavo. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux l'acte de Haman, puisque c'est là que va se révéler la Hashgacha, la présence de Akadosh Baruch Hu. Alors, on continue, vous connaissez, ils sont arrivés partout, et à ce moment-là, on passe directement au chapitre suivant, chapitre 4, où Mordechai sait ce qui se passe et dit à Esther, tu ne peux pas rester comme ça tranquillement dans le palais du roi, il faut que tu te présentes devant le roi. Esther dit, non, mais tu t'imagines pas, c'est pas possible, puisque s'il ne me donne pas le sceptre, à ce moment-là, je vais être décapité, donc je ne peux pas. Et à ce moment-là, Mordechai lui dit, Al tedami benafshech limaled bet hamelech mikol haYehudim, ki macharesh tacharishi ba'et azot, revach ve'atzala ya'amod laYehudim b'makom acher, ve'at u'bet avich tovedu mi yodea im lo le'et kazot igat lemalchut. Donc, si tu es arrivé dans le palais du roi, c'est pour maintenant que tu es arrivé. Et à ce moment-là, Esther décide de faire ce qu'elle fait. Vatomer Esther la Shivel Mordechai. Elle lui répond, l'air que nos et kol haYehudim nanimtzaim b'shushan v'tzumu alay v'al tochlu v'al tishtu shloshet yamim layla vayom gam ani v'na'arotai yatzum ken u'vechen avo el hamelech asher lo kadat v'ka'asher avadeti. C'est-à-dire, ce qui est décidé, c'est de faire un jeûne de 3 jours. Comme tout va très vite, ça se passe le lendemain. C'est-à-dire, on est le 14 Nissan. Ah, on est là maintenant. Ne confondez pas, je vais être précis. On est vraiment le 14 Nissan dans l'histoire de la Megillah. C'est-à-dire, l'histoire de la Megillah, elle ne se passe pas en Hadar. Ce qui va se passer en Hadar, c'est 11 mois après que les Juifs vont pouvoir se défendre. Mais la trame de la Megillah, le renversement de situation, tout se fait uniquement pendant le mois de Nissan, pendant ces jours-là. Donc, on a déjà vu ce qui s'est passé le 13. 13, solution finale. 14, on est à la veille de Pessah. Le 14 Nissan, c'est la veille de Pessah. À ce moment-là, Esther dit « Ok, j'y vais, mais à condition qu'à partir d'aujourd'hui, ou disons, elle le dit la veille, c'est-à-dire, elle dit à partir de demain, Tsumu alay, pendant 3 jours, 14 Nissan, 15 Nissan, 16 Nissan, vous allez jeûner pour pouvoir sauver le peuple juif. Donc, Tsumu alay, elle dit qu'ils vont faire la même chose et c'est comme ça que j'irai chez le roi. Alors, les gens croient que Esther est partie au bout des 3 jours. C'est-à-dire que quand les Juifs avaient fini de jeûner, elle s'est dit à ce moment-là, je vais rentrer chez le roi. Pas du tout. C'est pour ça qu'il faut apprendre le Tanakh avec les Chachamim. C'est-à-dire, les Chachamim nous disent que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc, premier jour, le 14 Nissan, premier jour, c'est un jour de jeûne pour tout le monde, y compris Esther. Elle jeûne ce jour-là. Vaya avoir. Alors justement, qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Ils disent Asher lo kadat. C'est-à-dire que je viendrai regarder. Comment on fait? Ouais. Avo el hamelech asher lo kadat v'chasher avadeti. Et ici, ils ont oublié de traduire. C'est-à-dire, je viendrai devant le roi. Pas selon le protocole. C'est ça la traduction à Sherlo Kadat. Date, ici, ce n'est pas les datim, c'est Data Melech, puisque dans le protocole, on n'a pas le droit de se présenter si le roi ne t'a pas convoqué. Et s'il change d'avis à ce moment-là, tu peux être sauvé. Mais a priori, tu n'as pas le droit de rentrer, et c'est le pshat. Mais nos chachamim disent non, à Sherlo Kadat, on fera les choses pas selon la halakha. Pourquoi? Parce que le 14 Nissan, on peut jeûner, ça va, c'est le jeûne des premiers-nés. Vous vous souvenez, le 14 Nissan. Mais le 15 Nissan et le 16 Nissan, on n'a pas le droit de jeûner, puisque c'est le jour de Pessah et le premier jour de Hol HaMoed. Donc, c'est pour ça qu'elle dit, on va faire tout ça à Asher lo Kedat. Et d'ailleurs, le Midrash dit qu'il y a une discussion entre Esther et Mordechai. Elle lui a dit, jeûner 3 jours. Mordechai a dit, on ne peut pas jeûner, c'est Pessah. Elle lui a dit, mais Pessah, c'est quoi? C'est pour faire la Géoula. Si on ne jeûne pas, on n'aura pas de Géoula. Ce n'est pas la peine de faire Pessah et de mourir le lendemain. Et il a dit, tu as raison. Donc, ils ont décidé de faire Pessah en jeûnant pour refaire une nouvelle Géoula, une nouvelle manière pour sauver le peuple juif. Donc, c'est ça. Vaya avor Mordechai, c'est pour ça que certains, aussi dans le Midrash, disent Vaya avor Mordechai, c'est qu'il ne sait pas qu'il s'est retiré, mais il a donc transgressé, il a permis de transgresser le jour de Pessah et de jeûner pour ça. Vaya skechol asher tzifta alay lav Esther. Donc, on a les 3 jours, on est dans ces 3 jours-là, comme nous avons dit maintenant, et pardon, donc on avance. Alors, on arrive au lendemain. Le 15 Nissan,
On est à Pessah, d'accord? C'est le deuxième jour des 3 jours de jeûne. Vaï bayom ashlishi vatilbash ester malchut vata'amod b'chatzar bet hamelech hapnimit nochach bet hamelech v'hamelech yeshev al kisei malchuto bevet hamalchut nochach petach habayit. C'est-à-dire qu'on est le 3e jour et à ce moment-là, Esther décide de rentrer. Si vous n'étudiez pas avec Chachamim, le 3e jour, c'est le 16 Nissan, le 3e jour de jeûne. Mais les Chachamim nous disent, c'est marqué dans la Gemara, regardez Rashi Masechet Megillah, Uma she'amar mikra le yom etmol shlishi vayi bayom shlishi vatilbash Esther malchut, yom shlishi sheshi le shiluach haratzim haya. C'est-à-dire, comme shiluach haratzim, il faut que je commence à courir aussi, c'est-à-dire vayi bayom shlishi, c'était le 3e jour depuis le 13. C'est-à-dire que Esther se présente devant décide de se présenter devant Achashverosh le jour de Pessah, le 15 Nissan. Vous avez compris, j'espère que vous suivez. C'est-à-dire le 2e jour du jeûne, qui est le 3e jour. C'est pas marqué, c'est les Chachamim. Vous allez tout de suite voir pourquoi les Chachamim ont tenu à interpréter la Megillah de cette manière-là, parce qu'ils ont tenu à expliquer que tout le dénouement de l'histoire s'est passé pendant ces 3 jours. C'est-à-dire que Esther se présente devant le roi le 15 Nissan, le jour de Pessah. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Et on l'appelle le 3e jour, puisque depuis le 13, le jour du décret d'extermination, ça fait 3 jours, comme je vous ai dit. Et à ce moment-là, vous connaissez le dénouement, c'est que Achashverosh lui tend son sceptre. Et il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Esther dit quelque chose de très bizarre. Lui dit venez aujourd'hui, donc on est le jour de Pessah, et lorsque on amène Aman, etc., le roi lui demande qu'est-ce que tu veux, et elle lui répond c'est-à-dire qu'elle fait un 2e mishté. Vous vous souvenez de tout ça? C'est-à-dire ce jour-là, elle lui demande rien à Achashverosh. Et elle lui dit, si tu veux être sympa avec moi, refaisons un mishté le lendemain, et à ce moment-là, je te dirai, et en effet, elle lui a dit ce qu'elle avait à dire. C'est une des grandes questions de la Megillah. Pourquoi Esther n'a pas dit ce jour-là à Achashverosh ce qu'elle avait à lui dire? Alors, les psychologues diront qu'elle n'y arrivait pas. C'est-à-dire qu'elle ne se sentait pas, elle avait besoin d'une 2e fois, d'une 2e rencontre où elle se sentirait en sécurité. Mais les non-psychologues diront que Esther, Vatilbash Esther Malchut, qu'elle l'a fait Beruach HaKodesh, on l'a vu la semaine dernière, c'est ce que disent nos Chachamim, c'est-à-dire elle l'a fait par inspiration divine, qu'il ne fallait pas faire aujourd'hui, il fallait attendre le lendemain. Et donc on a 2 mishtés, on a celui du 15 Nissan et celui du 16 Nissan. On arrive donc au 16 Nissan, Mimochorat, Hashabbat, Ksirat HaOmer. Alors, je vais tout de suite vous délivrer le secret du cours d'aujourd'hui. Vous avez remarqué, c'est-à-dire que cette année, à Purim de Jérusalem, on va faire Purim le 14, le 15 et le 16. Or, c'est les jours qui, en Nissan, ont été les jours de l'histoire de la Megillat Esther. Le 14 Nissan, le 15 Nissan et le 16 Nissan. Seulement, il faut avoir les Chachamim qui nous permettent d'apprendre à lire les choses de manière précise. Plus que ça, c'est ce que j'ai marqué ici, c'est que le 3e jour, celui qu'on appelle le 16 Nissan, vous me direz c'est le 1er jour de Chol HaMoed, on va au Kotel, etc. Oui, d'habitude. Mais il y a plus que ça. C'est le jour où on offre le Homer. Vous vous souvenez? Et comment est-ce que c'est marqué dans la Torah? Mimachorat Shabbat, Yenifenu Akohen, ou Sfartem Lachem, Mimachorat Shabbat. C'est-à-dire que l'histoire du Homer se fait le lendemain du Shabbat. Alors c'est vrai que c'est Pessah, mais on a Erev Shabbat, on a Shabbat, et on a Mochorat Shabbat cette année aussi. On a les 3, on a la lecture, le Erev Shabbat, on a le jour du Shabbat, et on a le Motzei Shabbat, et c'est exactement les mêmes dates. C'est-à-dire c'est le 14, le 15 et le 16. Alors tout ça c'est pour dire qu'en fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut apprendre de l'histoire du 14, 15 et 16 Nissan pour apprendre l'histoire de la signification du 14, 15 et 16 Adar de cette année et en général de notre temps aussi. C'est-à-dire c'était ça, c'est pour ça que je vous ai dit que le Purim Meshulash en fin de compte, il apparaît dans la Megillah, dans ces 3 jours qui étaient des jours de jeûne pour tous les Juifs, mais pour Esther Hamalka elle-même, c'était les jours de la délivrance. Alors, donc, regardons premièrement,
Balaylaou, cette nuit, c'est la nuit de Motzei Pesach. Naddash Natamelech, c'est le moment où tout se renverse. C'est le moment où le roi n'arrive pas à dormir. D'après Chachamim, c'est Akadosh Baruch Hu qui dormait un petit peu, dormita, et qui n'arrive plus à dormir, qui sent qu'il faut se réveiller pour amener la Géoula. Et tout le dénouement commence à partir de ce moment-là. Tout change. Intéressant, la mitzvah de Ktsirat HaOmer et de Sfirat HaOmer, elle se fait la nuit. C'est-à-dire, et on coupe le Homer la nuit du 16 Nissan, c'est-à-dire de ce même moment. C'est-à-dire on a l'événement de la nuit. Ensuite, bon, vous connaissez l'histoire, et à ce moment-là, le roi se dit, mais on n'a rien fait de bien à Mordechai, qu'est-ce qu'on va faire? Et à ce moment-là, le roi dit, Mi Bachatzer, qu'est-ce qui est dans la cour? Et bien entendu, vous savez qui est-ce qui faisait la cour? C'était Aman qui était Bachatzer. Alors, est-ce que Aman était dans la Chatzer dans la nuit? Bien entendu que non, c'est un petit peu bizarre, il n'arrive pas à dormir, mais en fin de compte, on arrive au petit matin. C'est-à-dire d'ailleurs c'est marqué clairement que Zeresh et Seoavim ont dit, et va demain chez le roi, donc il se présente le matin au petit matin, et à ce moment-là, on a déjà le lever du jour, Mimochorat Shabbat, et c'est aussi au niveau de la halacha de Pessah, c'est le jour où on amène le Homer, et vous savez, et qui permet de manger toute la nouvelle récolte, c'est dans la journée. Donc on a aussi quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, comme vous savez, Aman arrive, et c'est là que tout commence à se renverser. C'est-à-dire que c'est le 16 Adar que tout se renverse, et à ce moment-là, on a, premier événement, c'est inversion des rôles entre Aman et Mordechai, puisqu'il le met sur son cheval, etc. Vous connaissez l'histoire. Ensuite, on va regarder. Ça, c'est le texte de la Gemara qui nous dit après cet événement-là, il y a marqué que Aman a compris qu'il était fichu, mais que par contre, Mordechai revient vers le Shar HaMelech. Ça veut dire quoi? La Gemara dit Sheshav lesako veta'anito. Et c'est ça la lecture. C'est que Mordechai était dans son 3e jour de jeûne. Donc, une fois que ça c'est fini, il retourne vers son sac, c'est-à-dire son sac qu'il avait dessus, et son jeûne. Yom Shishi Letani Taya, Shetrilu Letanot Beyudalet Benissan, Rachid nous explique, donc c'est le 3e jour du jeûne. Ou Masha Amara Mikra le Yom Etmol Shlishi Vaï Bayom Ashlishi, Matilbash Esther Malchut, Yom Shlishi le Shiluach Haratzim Aya. C'est ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut lire autrement. C'est que le premier jour où Esther se présente devant Achashverosh, c'était le 15 et pas le 16. Et donc, du coup, on voit que ces 3 jours de jeûne sont le cadre où tout s'est renversé et on a tout le renversement, c'est-à-dire on amène Aman et à ce moment-là, le 2e jour, c'est le 2e Mishneh, mais en fin de compte, c'est le 3e jour de jeûne. Qu'est-ce que tu veux, etc. Et à ce moment-là, elle dénonce Aman. Et une fois que Aman est dénoncé, c'est-à-dire qu'on a pendu Aman ce 16 Nissan, et après l'avoir pendu, ce jour-là, Bayom où c'est marqué, Natan Amelech Hashvero Leser Malket Bet Aman Sora Yehudim, Mordechai Balifna Melech qui est Gidalo Maou, Vasar Melech Tabato Asherevir Mama et Mordechai Vesem Esther Mordechai Bet Aman, c'est-à-dire que dans le renversement, c'est Mordechai qui devient le vice-roi, le premier ministre de la maison de Achashverosh. Tout le renversement, il lui donne. Tout ça, ça se passe le même jour, c'est le 16 Nissan, c'est-à-dire, et en fin de compte, à la fin, ce n'était pas suffisant, parce que le décret d'exterminer les Juifs n'est pas annulé. Vatosef Esther, Vatedaber Lifne Ameler, Vatipol Lifne Ragla, Vatevitranenu, la Viretra Ataman Agagi, Vetmarchavto Asher Chachav ala Yehudim. Et à ce moment-là, dénouement extraordinaire, c'est que le roi, même là-dessus, il est aussi d'accord d'annuler, non pas d'annuler, mais de rendre caduc le décret de l'extermination des Juifs. Et à ce moment-là, Vayomer Amelech Achashverosh Leser Malkal Mordechai Yudei Ne Betaman Atati Lester Votot Alula Es La Asher Shalach Yado Bayehudim Vatem Kitvu Al Yehudim Katov Benechem Beshem Malech Vechitmu Betabat Amelech Kiktav Asher Nichtav Beshem Malech Venachtom Betabat Amelech En Leashiv. Tout ça, ça s'est passé le 16 Nissan. Vous avez compris? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a étudié, comme je vous ai dit, c'est que toute l'histoire de la Megillah, elle se passe en top chrono, Vaïvalou, en accélération, en 4 jours, 13 Nissan, 14 Nissan, 15 Nissan, 16 Nissan. Mais en fin de compte, le 13, c'est la catastrophe, c'est pour ça qu'on jeûne le 13 Nissan. 14, 15, 16, c'est les jours de joie de notre temps. C'est ainsi que ça a été institué. On aurait pu instituer le jour de joie le 13 Nissan.
puisque c'est le jour où ça s'est renversé. Non, c'est le jour du décret d'extermination, donc on jeûne. Mais par contre, le 14, le 15, toutes les années sont les jours du bon dénouement, puisque c'est à ce moment-là que tout s'est renversé, mais progressivement, avec en fin de compte, on pourrait dire le dénouement absolu, c'était justement le 16 Nissan. Alors je regarde la montre, on n'a pas beaucoup de temps, on a fini l'histoire vous la connaissez, elle se termine bien entendu ce même 16 Nissan, faites attention, pas du tout en Hadar, c'est-à-dire toute l'histoire de la Megillah en gros, c'est l'histoire de Nissan. Donc vous tout ça, c'est le 16 Nissan de cette année-là. C'est ce jour-là qui sort de cette manière. Pourquoi donc, comme je vous ai dit, c'est tellement important. Comme disait mon maître Rav Medan, quand il y a eu la guerre du 13 Adar, ça faisait déjà 11 mois, en gros, que Haman était pendu, que Mordechai était vice-roi, qu'on savait qui était Esther, etc. C'est-à-dire, le jour du 13 Adar où il y a eu cette guerre et où on était sauvés, c'était bien après que le dénouement essentiel de cette histoire, ça faisait 11 mois que c'était déjà fini, toute cette histoire. Il fallait juste attendre la date que Haman avait décidé du pour faire le pour et le contre des événements. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, on va le voir dans le 9e chapitre. Dans le 9e chapitre, qui sont les lois de la Megillah, on va voir uniquement un pasouk. Lekayem alehem liot osim et yom arba asar le chodesh adar v'yom chamisha asar bechol shana v'shana. C'est ces 2 jours qu'on a vus. Kayamim asher nachu bahem hayudim me'oivehem. והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. Donc vous remarquez que c'est important, c'est le chodesh, c'est pas seulement les jours comme on l'a vu dans le pasuk d'avant, le 14 et le 15, mais c'est le mois entier où il y a le renversement. Et ce renversement miyagon le simcha, c'est que Adar est devenu Nissan. Vous comprenez? C'est-à-dire que Adar, qui était le mois qui aurait dû être la fin de l'histoire, est devenu un rebondissement d'un renouveau, d'une nouvelle Géoula, et c'est pour ça qu'elle est liée avec la Géoula de Nissan. Et ce qu'on a fait aujourd'hui en fin de compte, c'est qu'on est descendu de manière précise dans la correspondance des jours pour voir cette correspondance du renversement, Asher Nehefach, vous voyez ce renversement, du renversement, pour pouvoir comprendre grâce à Nissan de l'histoire de la Megillah, à quoi correspondent les choses au niveau de Hadar. Alors je vais vous donner un élément pour pouvoir terminer, en même temps avancer et terminer. 14, 15, 16 Nissan, ça correspond à quoi? Le 14 Nissan, c'est ce qu'on appelle la préparation à la Géoula. C'est le fait que pour que Dieu fasse la Géoula, il faut que les Juifs ils se préparent. Il faut qu'ils se réveillent eux-mêmes. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on fait l'abdikat Hametz à ce moment-là, qu'on brûle le Hametz et qu'on amène le Korban Pessah, qui était la garantie que Dieu allait nous libérer le soir d'après, le 15 Nissan. Donc le 14 Nissan, c'est ce qu'on appelle la Chana la mitzvah, la préparation à la mitzvah, c'est ce qu'on appelle la Ishtadlut, c'est-à-dire que le réveil d'en bas du peuple juif pour faire les choses. Le 15 Nissan, c'est la Géoula du côté de Akadosh Baruch Hu, mais la Tralta de Géoula, le début de la Géoula, puisque c'était la sortie d'Égypte. Le 16 Nissan, c'est la Géoula Shlema, parce qu'on l'a déjà étudié l'année dernière, c'est l'anniversaire de l'entrée en Eretz Israël. C'est-à-dire que la fin de la Géoula, c'est le 16 Nissan. C'est pour ça que c'est tellement important et qu'on amène de la récolte du pays. C'est ce qu'on appelle Ktsirata Omer. On va chercher du blé d'Eretz Israël et on l'offre au Beth Amikdash pour permettre de manger de la nouvelle récolte, celle du pays. Donc on a 3 éléments. Achana la Géoula, Atralta de Géoula et Géoula Shlema. Préparation à la Géoula, le début de la Géoula et la Géoula entière, c'est ces 3 jours. C'est ces 3 jours qui étaient les 3 jours de jeûne et les 3 jours de la Géoula. Le point d'interrogation que je me demande, et que vous vous demandez sûrement si vous avez suivi, c'est que si c'est comme ça, on devrait faire chaque année le 14, le 15 et le 16. On devrait avoir un Purim, par exemple, pour les villageois, le 14, un pour les citadins, le 15, et le 16 pour les Yerushalmim, pour les gens de Jérusalem. On devrait faire 3, ce serait l'occasion de faire encore un petit peu la fête, ce serait encore mieux. Où a disparu le 16 du mois? Non seulement il a disparu, mais il y a même un verset dans la Megillah, c'est pas marqué ici, j'ai oublié de l'imprimer, qui dit dans la suite, Velo Ya'avo, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prolonger au-delà du 15 la réjouissance de Purim. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire la Megillah le 16. C'est-à-dire lo pachot velo yoter. Et là-dessus,
comment ça se fait que nous, les Yerushalmim, les Jérusalemites, on va faire le Mishté le 16? C'est contraire au Pasuk de Velo Ya'avor. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a donné une réponse, je vous propose une réponse là-dessus. C'est-à-dire que comment ça se fait qu'on ne fait pas le Mishté et Mishloach Manot comme tout le monde le vendredi, et pourquoi est-ce qu'on l'a repoussé pour en faire un Meshulash? C'est que sans doute, cette valeur du 16, qui est la Geoula Shlema, elle n'a pas été réalisée au niveau de Purim. Je vous propose une explication. C'est-à-dire que puisque les Juifs ne sont pas tous revenus en Israël, et que la Gemara dit que c'est à cause de ça qu'on ne fait pas le Hallel à Purim, parce que Akati Avdei Achashverosh, c'est-à-dire qu'au moment, l'année même, au moment de Nissan, il y a une lumière de Géoula qui avait en potentiel le 16. Mais cette lumière du 16 a disparu, parce que c'est celle de l'entrée en Israël, qui n'a pas eu lieu historiquement au moment du deuxième temple comme il fallait. Et c'est pour ça, nous dit la Gemara, que la Géoula de Purim n'est pas une Géoula complète. Elle est en prévision d'être suivie par la Géoula de Nissan. Mais en elle-même, elle manque du 16e jour. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce 16e jour, on ne le fait jamais parce que, en fin de compte, a posteriori de la Géoula qui a eu lieu ces 3 jours-là en Nissan par Mordechai et Esther, c'est comme une victoire militaire. Vous connaissez cette expression qu'Israël gagne la guerre mais perd la paix. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle n'est pas capable toujours de retirer tous les acquis de sa victoire. Alors ici, c'est la même chose. C'est-à-dire les acquis de la victoire de Purim n'ont pas été exploités jusqu'au fait d'amener une Géoula complète, puisque Akati Avdei Achashverosh. Donc ce 16 est tombé, Velo Ya'avor. Tu ne dois pas passer le 15 parce que tu t'arrêtes au 15. Et c'est quoi le 14 et le 15? C'est le 14, c'est la fête pour tout le monde, mais c'est aussi la fête du réveil d'en bas, du fait que les Juifs se sont pris la main et ont décidé. Or, c'est exactement le caractère de Purim, qui move kiblou, c'est-à-dire ils ont décidé de prendre leur destin en main et de prendre leurs responsabilités. Donc, c'est la fête du 14, c'est l'essentiel. Le 15, on l'avait déjà étudié, ça c'est la fête des Yehoshua bin Nun, la fête de Purim d'Eretz Israël. Mais c'est tout. Or, qu'est-ce qu'on a cette année? Je suis obligé d'arrêter, vous le savez. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est que, comme un patish fotzet sela. C'est-à-dire qu'à cause ou grâce au fait que le Shabbat est un jour où on ne peut pas faire Purim, parce que la Gdusha de Shabbat est tellement importante qu'elle ne donne même pas la place à celle du shofar de Rosh Hashanah, du lulav, de Sukkot, vous vous souvenez, c'est ce qui nous est arrivé cette année. On a la totale en fait. On a Purim Shabbat, Shushan Purim Shabbat, on a eu Rosh Hashanah Shabbat et on a eu Sukkot Shabbat. C'est que sans doute Akadosh Baruch Hu, à part tous les malheurs qu'il fait, Kaniré, il a aussi des programmes à lui, c'est-à-dire apparaît la valeur de la Kedusha du Shabbat qui empêche. Alors vous savez, des fois c'est mal. Tu enlèves, tu évites. Alors ça disparaît? Non, ça disparaît pas. Ça explose. C'est-à-dire qu'autour du Shabbat, on a avant le Shabbat et après le Shabbat. On va avoir la Kriyat Megillah 2 avant le Shabbat, comme tous les Juifs du monde. C'est-à-dire qu'on va avoir le or, la lumière de notre Purim de Yerushalayim, qui va sortir du Shabbat et qui va nous éclairer la droite et la gauche du Shabbat avant Shabbat et après Shabbat. C'est ça le Meshulash. C'est ça que je vous avais dit qu'on a vraiment gagné le tiercé et que, comme disait Yosef, il est même dans l'ordre, tu vois, le 14, le 15 et le 16. Alors, si vous voulez jouer, vous misez sur ces numéros, hein, d'accord? C'est-à-dire le 14, le 15 et le 16, et je vous garantis que vous allez gagner au tiercé. Et donc, dans cette chose, le plus grand chidouche, c'est le fait qu'on fait la Seouda le lendemain. Puisque c'est contraire au Velo Ya'avor, c'est que le Purim de Jérusalem, le Purim qui est celui qui est par essence celui d'Eretz Israël, cache derrière le fait qu'il n'a jamais réussi à aboutir, puisque les Juifs ne sont pas revenus en Eretz Israël. Vous comprenez? Donc, il n'y avait pas ce 16, il n'y avait pas cette Géoula Shlema. Mais une fois tous les quelques dizaines d'années, une fois de temps en temps, grâce au fait que ça tombe Shabbat, ça donne on pourrait dire une explosion de lumière qui fait que l'étincelle de lumière du 16, qui est l'essentiel dans la Megillah, puisque c'est celle où toute la grande Géoula est arrivée au niveau de la Megillah, vous avez vu, eh bien, elle apparaît cette année par le fait qu'on va faire le Mishté d'Esther, ce Mishté du 16, celui où tout le renversement de situation s'est fait du 16 Nissan à l'époque de Esther et du 16 Adar de notre temps, Toda Rabba. Et on a Pesach Motzei Shabbat. Ah, en plus, ouais, on a vraiment la totale. On a tout. C'est bien. Alors, Zéou, si vous avez des questions, on peut prendre 5 minutes jusqu'à 54. Et puis après ça, il faudra donner quelques minutes pour passer
à la conférence sur la demande d'Esther pour sauver le peuple, oui. Tu dis qu'elle a lieu au même moment. Or, apparemment, elle a lieu 2 mois après. Comment tu dis 2 mois après? Parce qu'ils ont envoyé les Hadar Penim au mois de Sivan. Ah, alors peut-être que je m'ai trompé, c'est possible. Oui, je croyais que j'avais bien lu, mais là, peut-être que je me suis trompé. Tu dis, c'est marqué clairement. À quel moment ils ont envoyé Hadash Sivan? C'est dans la Megillah. Est-ce que ça prouve que la demande était à Sivan? Moi, j'ai une Megillah devant moi. Et il faudrait que je revérifie. Ils auraient attendu 2 mois avant de rassurer le peuple, ça fait beaucoup quand même. Oui, c'est pas logique, Nachon. Tu as raison. Donc peut-être que tout ne s'est pas fait, alors ça permet de faire un shiur, puisque Sivan, c'est Matan Torah, qui move et qui blue. Alors pour l'année prochaine, je regarderai de nouveau. En effet, si je me suis trompé là-dessus, ça n'enlève pas malgré tout l'essentiel que. L'essentiel, c'est les 3 jours, je suis d'accord. C'était ces 3 jours-là, voilà. Bediouk. Est-ce que vous voulez poser une autre question? Ou une remarque, ou un hidouche, quelqu'un? Je voulais savoir, Menachem, de quoi Esther parle quand elle invite Achashverosh au 2e Pessin, en lui disant « Umachar et c'est Kirson Amelech ». De quoi elle parle? En fin de compte, je pense que, si tu veux, si je compare avec ce qu'on a vu maintenant, c'est que, et comme je t'ai dit, Vatilbash Esther Malchut, c'est qu'elle a fait Beruach HaKodesh. Et le Ruach HaKodesh était que quand le roi, il fallait attendre que le roi se réveille, c'est Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, tu dis, si c'est comme ça, pourquoi elle ne s'est pas directement présentée le 16? Tu comprends? C'est-à-dire pourquoi elle avait besoin? Alors, c'est ce que j'ai expliqué à propos de Atralta de Geoula et de Geoula Shlema. C'est que tu ne peux pas arriver au 16 si tu n'as pas commencé par le 15. C'est-à-dire que c'est un processus qui doit se faire, mais c'était clair pour la Malka Esther que c'était pas encore prêt. Maintenant, au niveau psychologique, il y a d'autres explications. C'est que comme elle invite 2 fois Aman, à ce moment-là, et c'est les Midrashim qui le disent aussi, le font remarquer, c'est que Aman devient suspect aux yeux de Achashverosh. Et pour ça, il fallait aussi le temps. C'est-à-dire qu'il fallait que, en fin de compte, et c'est ce qu'il dit à la fin, Agam, l'Irbosh et Amalka, Imi Babait, c'est-à-dire que par le fait qu'il invite le deuxième soir au niveau, disons, du romantique, du roman, de l'histoire, de la Halila, pourquoi est-ce que Achashverosh, il n'arrive pas à dormir? Vous avez compris pourquoi? Parce que dans ses pires cauchemars, il sait qu'on veut l'assassiner, il se dit demain, je vais recevoir une mana de arsenic et c'est Aman et Esther qui ont comploté contre moi et Esther va se marier avec Aman et moi ils vont m'éliminer. C'est-à-dire donc c'était ça la raison pour laquelle il souffrait d'insomnie et c'est pour ça qu'il est tout content quand il voit Aman arriver et de lui dire eh bien c'est toi qui vas prendre Mordechai. Il lui dit c'est l'occasion de te donner un petit coup et de rappeler qui est le roi et qui est le sous-fifre. Voilà. C'est-à-dire Zéou Tania? Bakasha. Tov, on a encore 2 minutes si quelqu'un veut poser une question. Une question, c'est-à-dire, oui, bonsoir. C'est pour te demander, en fait, le peuple, à l'époque de Esther, a attendu 11 mois pour savoir le décret. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur. Ils savaient qu'ils allaient être exterminés. Il y a eu 11 mois d'attente. Ils étaient conscients. Je n'arrivais pas à comprendre cette période entre le 14, le 15, le 16, juste... Pardon, voilà. Oui. Il a fait Meod. Et la réponse est en effet. C'est-à-dire que c'est un petit peu là où c'est quelque chose qui a l'air d'être ahurissant. C'est-à-dire que, et c'est là que tu vois qu'on était complètement soumis à Achashverosh. C'est que les commentateurs font remarquer que le roi en Perse, quand un roi décide, même le roi n'a pas le droit d'annuler son propre décret. Il est coincé. Pourquoi? Parce que ce que dit le roi, c'est divin. Donc lui-même ne peut pas annuler son décret. Et dans la Megillat Esther, on voit le même phénomène dans le livre de Ezra. C'est que dans la Megillat Esther, qu'est-ce que fait le roi? Il décide non pas d'interdire aux Amalécites de tuer les Juifs, mais il décide de permettre aux Juifs de se défendre. Sous-entendu que jusqu'à ce moment-là, c'était évident que non seulement les Amalécites avaient la mitzvah perse de tuer tous les Juifs, mais c'était sous-entendu, parce que si ça avait été écrit de manière précise, à ce moment-là, on n'aurait même pas pu l'annuler, mais c'était sous-entendu que le peuple juif, il y avait un décret d'être massacré comme des moutons. C'est-à-dire que Tzon la Tevar, ça faisait partie du narratif de la Perse de cette époque, et c'était même pas la peine de l'écrire, c'était clair que ça devait être comme ça. Et donc, qu'est-ce que fait
on ne peut pas permettre d'éliminer les Amalécites parce qu'on est obligé de laisser la possibilité aux Amalécites le 13 Adar de tuer des Juifs. Donc on ne peut pas permettre aux Juifs d'attaquer les Amalécites avant. On peut permettre uniquement le jour du 13 Adar aux Amalécites de faire ce qu'ils ont le droit de faire et aux Juifs de se défendre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entraînés. Ils sont allés à la Gadna, ils sont allés dans les Sayarot et pendant 11 mois, ils ont accumulé des Neshakim pour pouvoir se défendre contre les salles Amalek. Toda Rabba, c'est un chidouche. Toda Rabba, je ne savais pas. Toda Rabba. D'accord. Ok, donc. Ça n'a pas jeûné 3 jours alors. On doit vraiment elle a pas fait 3 jours de jeûne, Esther. Désolé, on doit terminer la Ah oui, le Rabba. Eliezer. Ok, alors Toda Rabba, et Purim Sameach à tous. Purim Sameach, Toda. Vous pouvez donner le Mahatit à Shekel à l'Ilmod en faisant un don à l'Ilmod. Je mets ici là-dessus. Hein? On n'entend pas. Bonsoir à tous. Désolé. Merci. Je voulais juste vous rappeler sous les Horaot de Johan. Vous pouvez donner le Mahatit à Shekel en faisant un don à l'Ilmod. Je vous ai mis ici le lien dans le chat. Donc, vous pouvez copier le lien. J'imagine qu'il vous sera envoyé aussi d'autre part par Johan. Voilà. Si